Bonjour tout le monde. Dans le fond, moi, je suis agronome, je travaille pour le Bureau Lemoine et je suis responsable de la production de 4 sites dans le centre du Québec qui sont en production biologique. Donc, je vais vous apporter aujourd'hui un peu dans la démystification de c'est quoi la canneberge, puis qu'est-ce qu'on fait comme gestion durable de l'eau d'irrigation. Donc, je vais vous présenter un peu c'est quoi la vue d'ensemble d'une cannebergière pour commencer. Ensuite, c'est quoi les particularités de la culture. C'est quoi les facteurs qui vont être liés à l'eau, qui vont influencer les rendements? À quoi servent nos outils qu'on utilise? Comment je fais pour prendre mes décisions quotidiennes d'irrigation? Ma gestion optimale de l'eau d'irrigation, ça consiste à quoi au final? Puis c'est quoi les avantages et les limites de cette gestion-là? Donc, pour la vue d'ensemble d'une cannebergière, je vais prendre le temps de spécifier que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux fermes sur lesquelles je suis responsable. Je ne voudrais pas généraliser pour tous les producteurs de canneberge du Québec. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est la ferme Ruby-sur-l'Eau. C'est une ferme à Saint-Rosaire. C'est 122 acres en production biologique. Donc, la première chose à remarquer, c'est que les champs sont sous forme rectangulaire. Ils sont sous cette forme-là pour favoriser l'application des pesticides avec des rampes à engrais et pesticides. Puis, on peut voir une cannebergière séparée en 3 systèmes. Donc, on va voir le premier système qui va vraiment être les champs de canneberge, où est-ce qu'il va y avoir la plante qui va pousser dans le sol. Ensuite, on a le système des canaux, comme vous pouvez voir avec les lignes bleues. Ce système-là va permettre d'acheminer l'eau des réservoirs vers les champs et vice-versa. Puis, on a le système des réservoirs. Donc, on a 2 types de réservoirs. On va avoir le bassin de récupération qui va souvent être au niveau le plus bas, qui va récupérer l'eau de drainage et l'eau de ruissellement qui va tomber sur le site par l'entremise des canaux. Puis, on va avoir notre réservoir principal qui, lui, va être de plus grand volume puis qui va permettre de contenir l'eau qu'on va avoir de besoin pour subvenir à nos besoins tout au long de la saison. Donc, ici, je parle de subvenir à nos besoins parce que nos cannebergères sont en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on va avoir une recyclation de l'eau qui est possible. Donc, on va réutiliser notre eau après des opérations où est-ce qu'on va être capable de recycler cette eau-là, justement. Donc, il va y avoir un écoulement de l'eau qui va être selon la construction de la ferme. Puis, c'est pour ça que nos champs ne sont pas tout nécessairement au même niveau. Puis, on va avoir un ordre à respecter quand on va faire nos inondations pour faciliter le travail et les économies aussi de pompage. Chaque champ va détenir un système d'irrigation. Donc, on a des tuyaux qui vont être enfouis sous terre, qui vont avoir des lignes de gicleurs, qui, elles, vont sortir, ceux-là vont sortir du sol. Il va y avoir une irrigation qui va être par aspersion. Puis, on va irriguer pour le gel et pour la sécheresse. Pour irriguer, il faut avoir des pompes d'irrigation. Donc, on va avoir des stations de pompage qui, elles, vont être munies de plusieurs pompes d'irrigation qui vont être utilisées selon les ancrages à irriguer. Mais on a aussi différents types de pompes. Donc, on va avoir des pompes de récupération qui vont être favorisées pour pomper un plus faible débit sur un plus long terme, par exemple, pour faire passer de notre eau, de notre bassin de récupération à notre réservoir principal. On va avoir aussi des pompes d'inondation qu'on appelle, qui vont, elles, être utiles pour pomper des gros volumes en un faible temps quand on va faire l'inondation pour la récolte, par exemple. Et là, juste pour clarifier, dans le fond, entre le champ et le système des canaux, on va avoir des boîtes qu'on dit des contrôles qui vont réunir les drains parce que tous nos champs vont être drainés et qui vont être réunis aussi avec un ponceau jusque dans le canal. C'est par cet endroit-là qu'on va faire l'entrée d'eau quand on va faire l'inondation. Puis c'est aussi à cet endroit-là qu'on va fermer une porte. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va maintenir notre eau dans notre champ pour la récolte, par exemple. Donc, ça fait le tour. Avant de passer à la prochaine diapositive, j'aimerais ça vous poser une question pour voir vos connaissances. Qu'est-ce que vous pensez dans ces 4 opérations culturales-là qui nécessitent le moins grand volume d'eau quand on fait l'opération? Donc, il y a la protection contre le gel, l'irrigation contre la sécheresse, la récolte et la glaciation. Je pense qu'on peut bientôt afficher la réponse. Ça continue de rentrer. Donc, en effet, vous avez raison. Je vais passer à la prochaine diapositive. C'est l'irrigation contre la sécheresse. C'était une légère colle, c'est-à-dire que
Dans le fond, vu qu'on recycle notre eau, on va avoir une quantité d'eau qui va être nécessaire pour l'opération quand on va devoir faire l'opération. Mais selon le moment de l'année et l'opération qu'on va faire, on va être à mesure de recycler une certaine quantité d'eau. Donc, au final, on va avoir une eau qui va être nécessaire, une eau qui va être recyclée et une eau qui va être consommée, qui va être, dans le fond, perdue par notre opération. Donc, l'eau qui va être nécessaire, qui nécessite l'opération qui nécessite le moins d'eau, c'est vraiment l'irrigation de la culture. Par contre, en eau consommée, c'est vraiment l'opération qui va nécessiter le plus d'eau, étant donné qu'on n'appliquera pas de l'eau pour rien. Donc, il va y avoir zéro quantité de cette eau-là qui va être recyclée. Particularité de la culture. Donc, là, pour ceux qui n'avaient pas compris encore, les chasses, ça pousse dans un fond de... Les canneberges poussent dans un fond de sable, donc ça ne pousse pas dans l'eau. Ce n'est pas une plante qui adore l'eau nécessairement, elle le tolère, mais elle n'adore pas l'eau. Donc, c'est une culture pérenne et bisannuelle. Donc, on peut avoir des champs jusqu'à 50-100 ans. C'est une vigne qui va pousser sur un stolon. Puis bisannuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir dans notre champ un mélange de tiges qui vont être reproductives avec des fruits et des tiges végétatives qui vont n'avoir que des feuilles. Donc, habituellement, une tige qui est reproductive une année va devenir végétative l'année suivante. Autre fait intéressant, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 3 inondations possibles dans notre champ par année. Donc, surtout pour les producteurs biologiques, on a maintenant l'inondation contre les insectes ravageurs qui va être faite au printemps, qui va être très efficace. On va avoir la récolte, bien évidemment, et la glaciation. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo du bas, avant les grands froids d'hiver, on va faire une inondation pour que nos plants soient vraiment pris dans la glace et ainsi protégés durant tout l'hiver. Maintenant, pour vous expliquer un peu c'est quoi qui va être influencer les rendements si on regarde vraiment l'eau, on a principalement la sous-irrigation qui peut arriver surtout dans les champs qui sont en implantation. C'est sûr que c'est un fond de sable, donc il peut y avoir beaucoup d'évaporation quand la densité n'est pas suffisante. Ça peut créer des sécheresses. Puis aussi, dans les champs de production, on peut avoir l'avortement de certains fruits. La sur-irrigation, elle va parvenir, par exemple, si on irrigue trop souvent ou on a des problèmes au niveau de nos gicleurs qui coulent. Donc, on sait à éviter à tout prix, vu qu'on a une culture pérenne, on ne peut pas faire vieillir nos champs trop rapidement. Ici, l'irrigation, le sol est trop humide, on va avoir une favorisation de nos tiges végétatives. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, il n'y a aucun fruit. Il était supposé d'en avoir à ce moment-là. C'est vraiment à côté d'un gicleur qui coulait. Puis, si on a une trop grosse densité, on va avoir d'autres problèmes qui vont être reliés à ça, comme par exemple un mauvais mûrissement des fruits ou plus de risques de maladies, par exemple. Ensuite, il y a la tension. Donc, comme M. Caron l'expliquait ce matin, c'est vraiment, on mesure ça dans notre sol avec des tensiomètres. Puis, je vous ai mis une photo d'une tige reproductive avec des tiges avec des bourgeons. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites dans le domaine de la canneberge, puis il y a des tensions cibles qui ont été atteintes pour connaître justement qu'est-ce qui va favoriser le meilleur rendement. Donc, il faut savoir que, étant donné que le bourgeon se crée à partir du mois d'août de l'année antérieure, il faut vraiment surveiller nos tensions durant la saison pour pas justement créer un environnement trop favorable à notre plant de canneberge, pour pas qu'il s'en aille plus vers le végétatif. Donc, on veut vraiment stresser un petit peu nos plants pour avoir un bourgeon qui va être reproductif le plus possible pour l'année suivante. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut contrôler. Par contre, il y a des choses qu'on ne contrôle pas vraiment, comme la protection contre le gel et le drainage, qui vont avoir un impact aussi sur notre rendement. Donc, la protection contre le gel, elle est utilisée au printemps et à l'automne. Puis, elle va permettre de justement protéger nos bourgeons et nos tiges quand les températures vont descendre en delà du seuil que notre plant est capable de tolérer. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, il y a un gicleur qui n'a pas bien fonctionné. Ça a créé une zone qui n'était pas protégée, puis cette zone-là est entièrement morte. Dans le fond, il n'y aura pas de récolte cette année-là. Donc, c'est vraiment important de faire super attention. Puis, concernant le drainage, donc, les champs, c'est des champs qui vont durer plusieurs années. Si on ne fait pas attention, justement, puis qu'on ne nettoie pas nos drains, on peut avoir un colmatage. Puis, si on a un colmatage, la plante, elle n'aime pas tant que ça l'eau. Puis, c'est là qu'il va faire en sorte qu'il va y avoir des zones qui vont mourir. Donc, c'est à faire très attention. Nos outils, donc on a le thermomètre, le tensiomètre. Le thermomètre va vraiment être utilisé pour le suivi de la température pour le gel. Donc, on va avoir une gestion qui va être sous alarme. Lorsque le gel, la température au niveau des plants va être atteinte selon le stade du plant, on va avoir une alarme qui va nous dire OK, il faut se réveiller, il faut aller voir justement si les gicleurs arrosent tout comme il faut.
On va avoir une automatisation, donc le départ et l'arrêt instantané, ce qui va nous permettre de faire du cycling, c'est-à-dire le départ, l'arrêt selon 2 températures cibles. Puis ça va nous permettre des énormes économies d'eau, donc c'est super. Le tensiomètre, lui, va être vraiment inséré dans le sol, qui va nous permettre d'éviter la sous- ou la surirrigation, va nous permettre de déceler les problèmes de drainage parce qu'on va souvent remettre le même tensiomètre dans le même champ au fil des années. Puis il va nous permettre de connaître les besoins en eau en temps réel. Donc, comment que je fais pour décider mes irrigations? Alors oui, je vais regarder la courbe de tension. Si c'est un exemple du 13 au 19 juin dans un de nos champs, mais il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Donc, oui, la théorie, c'est beau, ça me semble simple, mais je me suis rendu compte qu'en champ, c'est plus difficile un petit peu que la théorie. Donc, on va avoir la météo. Est-ce qu'on a un gel qui est anticipé ou on a des grosses chaleurs? Bien, là, on va peut-être moduler nos irrigations. Y a-t-il de la pluie aussi? Le drainage, c'est quoi le type de sol? Les cannes d'orgeat, oui, ça pousse dans le sable, mais il y a différents types de sable. Est-ce qu'on a des drainages qui sont un peu plus lents parce que les champs sont plus vieux, par exemple? Est-ce qu'on a des traitements pesticides? Si on applique le soir, on n'irriguera pas le lendemain matin pour ne pas laisser notre produit, par exemple. La hauteur de la nappe d'eau des canaux, est-ce qu'on a un transfert d'eau qui est en train de se faire? Ça aussi, ça va impliquer de valider la fréquence et la durée. Puis les stades de croissance des plants. Donc, on a différentes variétés de canneberges, ne sont pas toujours au même stade au même moment, donc ça aussi, c'est à faire attention. Je vais prendre le temps de vous montrer à quoi ressemble une saison complète dans un champ. Juste un petit rappel, quand le chiffre est plus haut, c'est que le sol est plus sec, puis quand le chiffre est plus bas, c'est que le sol est plus humide. Donc, c'est la tension moyenne journalière ici qui vous est présentée. C'est juste pour vous mentionner que dans le fond, nous, on a un intervalle, une zone cible très, très précise entre 4 et 7 kPa, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à certaines autres cultures. Que les opérations qu'on ne contrôle pas, comme la protection contre le gel ou l'inondation pour les ravageurs, vont impacter vraiment beaucoup notre tension. Puis, c'est vraiment à partir de la fin juin jusqu'au début septembre qu'on va avoir un impact sur la tension. Puis, c'est là qu'on va être capable aussi de moduler notre rendement. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi précis et aussi intense dans nos gestions d'irrigation. Ma gestion optimale de l'eau d'irrigation, ça consiste, c'est assez simple en fait, c'est de détenir des outils, d'avoir une bonne installation de ces outils-là, de détenir des registres d'irrigation, de noter nos décisions et nos actions, d'analyser nos milliers de données et de jamais cesser les formations. Donc, avec Ortho, c'est facile d'extraire nos données puis de les manipuler, sauf que ça fait des grosses bases de données. Fait que je me suis formée récemment avec Power BI pour justement être plus en mesure de manipuler ces données-là pour, avec mes décisions et mes actions qui ont été notées, de voir quel impact on a eu sur le champ, puis qu'est-ce qui a été bénéfique et qu'est-ce qui n'est pas à répéter, par exemple. C'est quoi les avantages et les limites de cette gestion-là? Bien, principalement, un suivi dans le temps, parce qu'on est capable d'aller revoir nos notes qu'on a prises dans les années passées, parce que c'est impossible de tout se souvenir. De caractériser nos fermes. Bien, c'est facile de, oui, avoir notre zone standard, sauf qu'on se rend compte assez vite que chaque bloc, avec leur élévation différente, leur sol différent, leur variété différente, va avoir des besoins en eau qui sont différents. Puis, avec toutes ces données-là, ça permet d'avoir un petit peu une base sur comment on veut justement gérer notre ferme. Une adaptation continue, on le voit avec les années, les changements climatiques, c'est pas facile. Donc, quand il arrive des événements un petit peu extrêmes, de noter qu'est-ce qu'on fait, ça nous permet de savoir est-ce que ça a bien été, ça a moins bien été, est-ce qu'on répète la même chose si cet événement extrême-là survient une année subséquente. D'avoir des objectifs précis et mesurables. Donc, pour moi, ça me permet de dire, OK, bien là, l'année prochaine, on va essayer d'aller chercher un 10 supérieur de notre tension dans notre zone cible, par exemple, dans ce champ-là. Puis, on a fait ça l'année passée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire l'année suivante pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Des avantages, c'est que ça demande un approfondissement des connaissances générales. Donc, j'essaie d'avoir vraiment une vue d'ensemble le plus possible parce que tout est interrelié dans le champ. C'est fou comment on ne peut pas passer à côté juste en regardant l'irrigation des autres aspects. Puis, ça demande beaucoup de temps d'analyse, chose qui est, oui, à l'année longue, sauf qui est très payante quand on réussit à aller chercher plus de rendement avec moins d'eau, par exemple, ou moins d'intrants. Donc, ça fait le tour pour moi. Je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a.